Dans un instant, vous allez écouter Jean-François Soulet, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut politique de Toulouse, à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et à l'École de journalisme de Toulouse, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, samedi 6 novembre 2021. Il y présentait ce jour-là son nouveau livre « Les Pyrénées, état des lieux », paru aux éditions Kern. Nous allons commencer. Écoutez, vous le savez, les absents ont toujours tort. Bien. Alors, merci à tout le monde de vous être dérangé, d'être venu. Je vous dis tout de suite que je suis à la fois heureux que cette aventure soit terminée plutôt bien, mais un peu gêné quand même de voir sur l'affiche mon nom, ma photo, même si elle m'avantage puisque c'était il y a une trentaine d'années, mais comme si j'étais le seul auteur. Or, je ne représente que 1/20 de l'ouvrage. Je n'ai fait qu'un 20e, un chapitre, exactement un 17e, un chapitre sur 17. Et nous étions 20 auteurs. Bon, alors j'ai coordonné l'ensemble. Ça n'a pas été facile toujours. Vous savez que l'universitaire est un être complexe, parfois un peu compliqué, donc c'est pas facile de faire marcher 20 personnes à la fois, même si il n'y avait pas des normes très contraignantes, mais d'une manière générale, ça s'est très bien passé. Mais je le répète, je ne suis que le coordonnateur de l'ouvrage. Merci bien sûr à Ombre Blanche qui nous accueille, et donc les choses, si vous voulez, se présenteront de la manière suivante. Je vais, j'espère en peu de mots, faire l'historique de cette histoire, c'est pas une histoire, de ce livre. Et ensuite, bien sûr, je donnerai la parole à mes collègues qui, dans leurs différentes spécialités, vous diront qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce livre. Alors, effectivement, vous voyez, j'ai amené avec moi ce premier livre que la plupart d'entre vous connaissent et que les spécialistes des Pyrénées, ceux qui s'intéressent aux Pyrénées, vénèrent, si je peux dire, depuis un demi-siècle. C'est l'ouvrage donc qui est apparu chez Privat en 1974, dirigé par le géographe François Taillefer. Alors, à l'époque, il y a exactement 50 ans, en 71, je venais d'arriver comme jeune assistant au Mirail, et j'ai été très étonné que François Taillefer, qui pour moi était un ancien professeur qui me terrorisait, parce que, vous le savez, il était d'extérieur assez froid, puis je n'étais qu'un historien, donc peu de choses en général pour les géographes. Bref, il m'appelle, et il me dit, Soulet, est-ce que vous accepteriez d'écrire un chapitre dans un ouvrage que nous préparons sur les Pyrénées? Bon, moi, à l'époque, j'avais pas travaillé tellement sur les Pyrénées. Je venais de faire une petite thèse sur une partie des Pyrénées, mais pas plus. Et il me donne les personnes qui étaient déjà à la tâche depuis un certain temps. Et Bartholomé Benassar, mon maître Benassar, que j'admirais beaucoup, comme la plupart des personnes qui le connaissaient. Bon, après, il y avait Ravier, Allière pour tout ce qui était linguistique. Il y avait Marcel Durlia pour l'art roman. Bref, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu viens faire, toi, jeune Blanc-bec, dans cette équipe? J'ai jamais eu la réponse, mais après, j'ai bien compris. Il devait y avoir un désistement d'un cacique, si vous voulez. Et on a dit, tiens, il y a ce petit qui vient d'arriver. Bon, après tout, pourquoi pas? Il faut trouver quelqu'un. Bon. Et alors, moi, j'ai été écrasé par la responsabilité pour faire ce chapitre sur la civilisation matérielle. J'ai mis pratiquement un an. Enfin, j'étais enseignant aussi, mais à travailler, à accumuler tout un... Bon. Et puis le livre a paru, alors à part mon chapitre que je peux pas juger, qui était sans doute moyen, ni mauvais, ni meilleur. Oui, c'est Monsieur Corot. Bon, très heureux. Donc Jean-François Corot qui nous rejoint. Le livre, donc en faisant abstraction de ce chapitre, est un livre qui a vraiment fait référence, qui a été édité, réédité plusieurs fois. À l'époque, dans les années 70, il n'y avait pas tellement de livres sur les Pyrénées, très peu des synthèses sur les Pyrénées. Bon, voilà donc l'histoire du Taillefer, comme on dit le Larousse, il y a le Taillefer. Et il y a 2 ans et demi, presque 3 ans,
l'éditeur Kern, qui est un petit éditeur qui est à Pau-Morlas, mais qui édite beaucoup de choses, sur les Pyrénées notamment. C'est lui le principal éditeur à mon avis, que je connais bien, avec qui je collabore depuis 20 ans maintenant, me dit « Et si on reprenait le Taillefer, si on repartait du Taillefer pour mesurer ce qui a pu changer en 50 ans ?» J'ai dit « Idée géniale !» Et j'ai regretté évidemment de ne pas l'avoir eu. Mais c'est pas moi qui l'ai eu, c'est Jean-Luc Kérébel, le patron de Kern. Bon, et il m'a proposé d'en prendre la coordination, ce que j'ai accepté, et donc je me suis lancé. Il a fallu trouver des collaborateurs. Donc j'ai essayé de trouver les meilleurs spécialistes. Ils me diront pas le contraire, j'espère, mes collègues. Et donc on est arrivé à cette liste de 20 noms, en comptant le mien, ce qui est excessif, hein, parce que vraiment faire travailler, même si c'est pas un travail quotidien, si on a étalé cela sur 2 années, c'est pas simple, c'est pas simple. Bon, enfin ça c'est une autre histoire. Donc on est arrivé à ce résultat. Alors pour nous, la problématique, comme nous disons depuis une quinzaine d'années, de ce livre, elle est simple, c'est dans la partie sciences humaines, qui est la partie donc c'est le comment dirais-je le pain quotidien de tous les participants à ce livre. Donc en sciences humaines, qu'est-ce qui a changé dans nos connaissances sur les Pyrénées en 50 ans? Bon. Alors ça ne veut pas dire évidemment qu'on ignore tout ce qui a été écrit avant, on essaye d'en faire une synthèse, bien sûr, mais on a mis l'accent, on devait mettre l'accent chacun dans nos spécialités sur ce qui avait changé. C'était un pari, mais comme mes collègues sans doute, j'ai souvent été agacé par ce qu'on me disait parfois. On me disait « Oh, vous, en sciences humaines, ça change pas beaucoup. Hein. Vous avez choisi l'histoire, vous n'avez pas à avoir à refaire vos cours souvent. L'histoire, ça change pas. » Alors, bon. Et donc, il y a cette impression dans le grand public que, pourtant, il y a une maison de la recherche, vous le savez, à Jean Jaurès aujourd'hui, que dans les sciences humaines, les progrès ne sont pas du tout comparables à ce qui existe pour les sciences exactes. Et bien entendu, c'est faux. Alors, pour vous donner quelques exemples, comme je voudrais pas être trop long, j'ai pris quelques notes. Par exemple, des développements dans des secteurs qui n'étaient pas du tout, qui étaient connus, mais pas pratiqués tellement à l'époque du Taillefer. Vous avez par exemple le concept de patrimoine. Qui appliqué notamment par Monsieur Pic systématiquement dans un chapitre a fait naître un chapitre tout neuf, passionnant. Bon, il en parlera tout à l'heure. Le concept de représentation. Hein, c'était à mon époque, on ne parlait pas de représentation. Certes, ça fait longtemps que le mot existait, mais on parlait de mentalité. Mes maîtres, Castan, que beaucoup ont connu ici, par exemple, ou Mandrou, tout ça, c'était des spécialistes des mentalités. Bon, aujourd'hui, on en est arrivé au concept de représentation qui est plus large, qui est maintenant plus fouillé et qui permet donc, à partir des études de textes, d'images, de reconstituer vraiment ce que pensaient les gens de cette époque. Et on voit que dans le chapitre sur l'invention des Pyrénées, eh bien, grâce à ce concept de représentation, Serge Briffaut a pu vraiment renouveler la chose. Autre exemple, c'est l'aménagement, ou l'environnement. Tenez, l'environnement. Bon, aujourd'hui, l'environnement constitue une science à part entière qui intéresse la géologie, la géomorphologie, la géographie, l'histoire, la climatologie, un peu tout, ce qui n'était pas le cas du tout il y a 50 ans. Nouvelles approches aussi, Jean-Paul Métayer nous parlera des approches paléo-écologiques, archéo-environnementales, qui permettent d'écrire un chapitre tout neuf sur l'histoire des forêts et des pâturages. C'est le chapitre 2 qui est pratiquement tout neuf grâce aux recherches dont nous parlera brièvement tout à l'heure Jean-Paul Métayer. Autre exemple, des apports ponctuels mais qui renouvellent vraiment des domaines entiers.
Je pense, par exemple, je regrette que le géologue soit pas là, hein, parce que quand François Taillefer écrit son chapitre sur la géographie physique, eh bien, la tectonique des plaques, bien entendu, la théorie est connue, mais on ne l'a pas véritablement identifiée pour les Pyrénées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas très exactement, à l'époque, dire quelle est l'origine des Pyrénées, de la formation des Pyrénées par le jeu de la tectonique des plaques. Bon, aujourd'hui, évidemment, on peut le faire. Sur le plan préhistorique, bon, notre ami Valderon, qui est professeur de préhistoire à Jean Jaurès, n'est pas là, mais son chapitre montre que grâce à de nouvelles recherches, des fouilles, des sondages, des prospections, et surtout grâce au développement de nouvelles méthodes de datation, par exemple, eh bien, dans le domaine de la préhistoire, il y a beaucoup de nouveautés. Il insiste, par exemple, sur le gisement de Fréchet-Or, là, à côté d'Arros, là, tout ce que 50 000 ans avant Jésus-Christ, qu'on a pu découvrir, etc. C'est très neuf. La période antique, par exemple, curiosité dans le Taillefer. Il n'y a aucun chapitre sur la période romaine. Il n'y a pas de chapitre. On passe carrément de la préhistoire là au Moyen Âge. Bon, aujourd'hui, dans notre ouvrage, bien sûr, il y a un chapitre entier par un jeune chercheur sur le poids de l'empreinte romaine dans toute notre région. Il n'y a pas que Saint-Bertrand, même si Saint-Bertrand de Comminges, bien sûr, est connu de tout le monde. L'étude de l'art. Il y avait dans le Taillefer le magnifique chapitre de Marcel Durlia, spécialiste d'histoire de l'art, bien sûr, mais notamment de l'art roman. Mais il n'y avait rien pratiquement ni sur l'art gothique, ni sur l'art baroque, par exemple. Alors que dans les Pyrénées centrales, l'art baroque est flamboyant et magnifique. Bon. Désormais, il y a toujours un chapitre sur l'art roman. C'est Nelly Poustomi, qui était professeur donc d'histoire de l'art à Jean Jaurès jusqu'à une date, qui a repris le chapitre de Durléa. Mais il y a un autre chapitre sur l'art gothique et l'art roman. Bon, j'aurais également pas mal de choses à dire aussi, à montrer. Par exemple, dans le domaine de l'économie matérielle, c'est Patrice Poujade, qui est professeur à Perpignan, qui a fait ce chapitre que moi j'avais fait dans le Taillefer, mais j'ai voulu changer. Moi, j'ai pris le chapitre que Benassar avait fait sur les mentalités et les sociétés, et Patrice Poujade a accepté de reprendre mon thème, si vous voulez. Et là, Patrice Poujade a bien montré que des travaux ont renouvelé nos connaissances depuis 50 ans sur la gestion des forêts, la place des forges à la Catalagne, il y a une très belle thèse qui a été faite, la vitalité des échanges, des relations frontalières, il y a beaucoup de nouveautés. Bon, par exemple, en ce qui concerne mon domaine des religions, des mentalités, de la société, bon, bien sûr, il y a un acquis fondamental, les piliers, si vous voulez, de la société pyrénéenne, la famille, la communauté villageoise. Bon, ça reste évidemment la vallée, les communautés de vallée. Mais depuis, on a fait, je dirais, des découvertes dans les recherches pour montrer comment exactement fonctionnait cela. Par exemple, on s'est aperçu qu'on se fourvoyait de partir, c'était une idée belle qui faisait frémir nos mentalités actuelles, de dire les Pyrénéens étaient très libres, ils se gouvernaient en étapes, pratiquement comme en vallée de Campan, c'était la démocratie. Il y avait dans les familles souvent les femmes qui avaient un rôle fondamental, donc on peut parler de matriarcat. Des recherches sérieuses ont montré que c'était pas le cas, que c'était beaucoup plus complexe, que la société pyrénéenne était une société qui s'insérait dans l'ensemble français et il pouvait y avoir de temps à autre quelques anomalies par rapport au fonctionnement classique, mais pas plus. Bon, pour les littératures, on faisait une grande différence entre la littérature savante et la littérature populaire. Jean-François Coureau nous rappellera tout à l'heure que cette différence est peut-être moins tranchée et que c'est peut-être pas la meilleure approche pour étudier les littératures pyrénéennes. Pour la langue, Patrick Sauzet nous le dira aussi tout à l'heure, il y a le problème des langues, des trois langues principales dans les Pyrénées, de la survie des langues, à quel prix. Donc c'est tout à fait nouveau et intéressant. Voilà, j'ai été trop long, mais pour vous dire que
nous avons été les premiers, moi en tout cas, surpris par le nombre de nouveautés, si vous voulez, en 50 ans. Et je trouve que on l'a fait, nous, pour les Pyrénées françaises, mais ça devrait être fait plus souvent, hein, pour montrer à tout le monde que, encore une fois, ça bouge au niveau des sciences humaines. Mais bon, voilà. Alors, c'est compliqué, on va pas pouvoir faire un tour complet du livre, puisque sur 20, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5. Donc, et je vais pas essayer, ça vous ennuierait, j'en suis sûr, de résumer à ma façon les chapitres où les spécialistes sont pas là. Donc, on va donner la parole aux présents qui parleront de leur période et de ce qui a changé. Et ensuite, vous aurez peut-être des questions et on pourra y répondre et éventuellement répondre, bien sûr, sur des sujets comme le tourisme, sur la société, etc., qui n'aura pas été abordé. Donc, par ordre, si je peux dire chronologique, je donne la parole à Jean-Paul Métayer, donc qui est le responsable du chapitre 2 sur les forêts et les pâturages. Oui, Maya Swan, tu peux t'approcher, c'est la personne qui va nous filmer, voilà. Enfin, alors, je vais prendre celui-là. Oui. Bien, bonjour à tous. Bon, je voudrais commencer par remercier Jean-François Soulet de m'avoir invité dans ce projet, parce que même s'il n'en a pas été à l'idée, il en a été le coordinateur et l'animateur et le harceleur aussi, parce qu'il faut bien parler de réalité quand il y a 20 et quelques auteurs. C'est un travail à la fois de diplomatie et d'autorité qu'il faut mener. Et le remercier parce qu'effectivement, cet ouvrage coordonné par François Taillefer en 1971, il l'a dit, ça a été une référence. Et en tout cas, moi personnellement, quand j'étais étudiant en géographie à cette époque-là, ça venait de sortir, c'était la synthèse. La synthèse. C'est quelque chose qui était remarquablement fait quand même pour l'époque, avec un travail des grands spécialistes, des nouveaux grands spécialistes qui ont beaucoup travaillé. Et ça permettait d'avoir sur les Pyrénées vraiment un panorama scientifique qui était à l'époque exceptionnel, parce qu'on avait des grandes thèses, on avait des thèses d'un peu toutes les disciplines, mais quelque chose qui était lisible par tout le monde, je dirais, ça n'avait encore jamais été fait. Donc voilà, quand il m'a proposé de participer, j'ai sauté vraiment sur le sujet, parce que dans le domaine dans lequel je travaille, c'est évident que depuis il s'est passé un saut, un véritable saut. Et d'ailleurs, s'il y a 20 auteurs, c'est parce que, bon, moi j'ai considéré que je pouvais pas faire de seul ce travail-là. C'était un travail interdisciplinaire. Dans ce livre interdisciplinaire, et à nous, il fallait qu'on en soit 3. Il y a donc eu, moi, en tant que géographe travaillant sur l'éco-histoire, les dynamiques environnementales, les pratiques, etc. Mais bon, notamment la proto-industrie, l'histoire de l'élevage, etc. Mais aussi, il fallait une archéologue, une archéologue travaillant sur le pastoralisme. Et ça, c'était une nouveauté par rapport à l'époque donc des années 70. Rien ne se faisait sur l'archéologie pastorale à cette époque-là. C'était un monde totalement inconnu. La longue durée était totalement inconnue. Taillefer n'était pas ignorant de l'histoire de l'environnement. Il avait même fait des travaux sur l'histoire de la métallurgie dans la vallée du Vic de Sceaux. Mais c'était un géographe physique. Jusqu'aux années 70, la géographie était bien segmentée entre géographie humaine et géographie physique. Et géographie physique, c'était surtout la géomorphologie, discipline reine, l'étude des formes du relief. Bon, et donc du coup, il y avait peu de travaux, à part des thèses
de géographes des années 30, 40, 50 qui avaient fait des approches un peu historiques, mais ça ne plongeait pas très loin dans le temps. Et donc, moi, j'avais demandé à Christine Rendu, qui est une archéologue qui travaille qui a été à l'initiative des premiers programmes de recherche sur l'archéologie pastorale dans les Pyrénées, et à Didier Gallo, qui est géographe paléoécologue, palynologue, donc de participer à cette synthèse, puisque ça représentait un peu ce qui avait été fait, la dynamique qui avait été créée dans les 2 décennies, on va dire, qui ont suivi la publication de l'ouvrage de Taillefer. Parce que je dis, ça a été un saut. C'est-à-dire que vraiment, à partir des années 80-90, c'est opéré, d'une part, une chose qui n'avait jamais été réellement pratiquée, c'est-à-dire des programmes interdisciplinaires, où on a rassemblé des géographes, des historiens, des paléoécologues, des archéologues, des phytogéographes aussi. Et ça a été notamment grâce à des programmes de recherche interdisciplinaire lancés par le CNRS à partir de la fin des années 80. Et ça a permis cette jonction, parce qu'auparavant, les disciplines se regardaient un peu... Enfin, oui, c'est bien ce que vous faites, mais c'est pas nous qui le faisons. Et... Monsieur Canero, bonjour. On parlera de la géologie. Excusez mon retard, indépendant de ma volonté. Voilà, donc c'était des jonctions qui ne se faisaient pas, chacun restant un peu dans sa chapelle. Et là, c'est cette dynamique qui a été enclenchée a permis, grâce à des programmes, des financements, de travailler, je dirais, avec les gens de bonne composition, parce que pour faire de l'interdisciplinarité, il faut trouver les gens qui ont envie de partager et de se confronter aux méthodologies et aux pratiques des autres. Et d'autre part, ça s'est basé aussi sur quelque chose qui était les méthodes nouvelles qui apparaissaient, les techniques, je dirais, associées à la recherche et qui ont également été l'outil pour aller au-delà de ce qu'on pouvait penser faire en termes d'histoire longue de l'environnement. Alors on est des sciences humaines, ou dans mon laboratoire, je dirais, il y a une salle blanche, par exemple. Il y a des préparations avec des produits extrêmement dangereux pour faire des analyses physiques. On utilise donc des datations. Hein. C'est quelque chose qui est devenu de la routine maintenant, mais qui était très peu pratiqué et pas tellement fiable jusqu'aux années 80. Mais on fait fonctionner les accélérateurs de particules, de fait, pour avoir des résultats. On fait aussi les archéologues préhistoriens ou autres pourraient parler de la génétique. Je veux dire, dans les dernières décennies, pas beaucoup de décennies, mais 15 dernières années, je dirais, la génétique est devenue un outil de travail des préhistoriens, des archéologues. Beaucoup de méthodologies comme ça, nouvelles, ont fait changer complètement de méthode et de monde scientifique. Alors, en 2 mots, je dirais, quand on a commencé à travailler sur ces domaines-là, on savait qu'on pouvait, par des méthodes historiques, arriver au XVIIe siècle, voire au Moyen-Âge. C'était à peu près faisable. On s'est dit, super, on va essayer de faire dans nos programmes l'histoire des forêts, des pâturages depuis le Moyen-Âge. Et quand on a eu fini, on faisait l'histoire des forêts et des pâturages depuis les débuts de la colonisation agricole au néolithique, 5 à 6 000 ans avant notre ère. Grâce, je dirais, à cette confrontation entre les méthodes et l'apport des technologies. Et bon, qu'est-ce que l'on peut dire? C'est que on parle beaucoup d'anthropocène aujourd'hui, c'est-à-dire l'ère géologique où l'homme est devenu un facteur géologique. Mais on peut, de toute façon, sans rentrer dans le débat, dire que on est dans des forêts totalement anthropisées. Ça
c'est clair. C'est-à-dire que au moment même où, dans la période post-glaciaire, on a une recolonisation par les essences forestières, le hêtre, le chêne, le sapin, les pins, etc. Au moment même, il y a déjà des sociétés qui se transforment l'environnement. Dès le néolithique, on a des gens qui pratiquent l'agriculture par brûlis, qui colonisent les pâturages, qui défrichent les forêts, qui créent de nouveaux milieux, notamment les milieux pastoraux, et qui de toute façon vont transformer aussi profondément la forêt avec des espèces qui seront plus adaptées à la pression humaine, si on peut dire. Donc par exemple, le sapin était une des premières essences à coloniser. Après les premières forêts de pins et de chênes, c'est le sapin. Et le sapin va disparaître d'une grande partie des vallées pyrénéennes parce que il est sensible à l'incendie. Il repousse pas une fois qu'il est coupé, il faut qu'il se ressème. Mais s'il se ressème, s'il y a les troupeaux qui passent après, il va donc être défavorisé. Et arrive une autre essence qui est le hêtre. Et lui, le hêtre, il va être postérieur au sapin, mais favorisé, il va être beaucoup plus résistant à l'action humaine, il va être même favorisé parce qu'il permettait de faire du bois de feu, du charbon, etc. En allant vite, ce que l'on a aujourd'hui, le hêtre, c'est l'essence dominante dans les Pyrénées, mais c'est en majorité une création anthropique, la forêt de hêtre. Et ça a été extrêmement intensifié, ce phénomène, dans on va dire, le dernier millénaire, peut-être même les 2 derniers millénaires, par les industries. Les Pyrénées, ce sont des montagnes où il y a des mines, où il y a du fer, et où depuis l'Antiquité, même l'âge du bronze, il y a de la métallurgie. La métallurgie demande de l'énergie, et l'énergie, c'est le charbon de bois. Et on a donc une transformation complète de la forêt pyrénéenne par les industries. C'est en grande partie une forêt, un paysage d'industrie, un héritage. Et pour finir les pâturages, là aussi, ça a permis de montrer que on a des sociétés qui, dès le néolithique, alors que l'agriculture est très, je dirais, instable, c'est une petite dimension, et puis il y a déjà des transhumances en montagne, en haute montagne. Ils ont déjà besoin, pour leurs troupeaux, de ressources en haute montagne, et on a très tôt, dès 5000 ans avant notre ère, des traces par les cabanes pastorales qui ont été fouillées, par les résultats paléoécologiques dans les tourbières, qui montrent des défrichements et un impact assez fort sur la haute montagne, avec cette colonisation qui va depuis le Piémont jusqu'aux estives en haute montagne, et donc des sociétés là aussi qui ont eu une pression sur le milieu, un impact sur le milieu fondamental. Merci, et merci d'avoir été concis, parce que sinon... Alors, Joseph Canero est professeur émérite de géologie à l'université Paul Sabatier, et donc il a rédigé la partie géologique du premier chapitre. Alors, une question, la même à tout le monde. Qui est-ce qui a changé sur nos connaissances de la géologie en 50 ans ? Merci. Bonsoir à tous. Alors, qu'est-ce qui a changé ? J'allais dire tout. En fait, vous savez que notre discipline évolue en relation avec les guerres. C'est paradoxal, ce que je vais vous dire. Première guerre mondiale, 14-18, l'aviation et la photographie aérienne. On a vu, donc, la planète Terre d'en haut, mais à une échelle humaine. Deuxième guerre mondiale, les bathyscaphes, l'exploration des océans, la mise en évidence du fonctionnement des dorsales océaniques, d'où la tectonique des plaques, qui a été une véritable révolution. Au moment de la parution de l'ouvrage du professeur Taillefer, la tectonique des plaques était embryonnaire encore, puisque les premiers
Les premières publications datent des années 62-63, dans 1974, c'était encore embryonnaire. Et au congrès de Moscou en 1984, les Russes ne croyaient pas encore à la tectonique des plaques. Bon, donc c'est en fonction de cette évolution que la planète est devenue un petit village. C'est-à-dire que on a compris enfin comment se déplacer les continents qui sont portés par les plaques à l'intérieur, au sein d'une logique planétaire. Autrement dit, le géologue actuel peut se promener à travers toute la planète. Quand il étudie la dynamique des plaques, il n'est perdu nulle part. Et donc, ajouter à ceci le fait que la connaissance des océans nous a permis également de comprendre la respiration de ces océans. Autrement dit, quand est-ce que les océans montent globalement, quand est-ce qu'ils s'abaissent, et ces montées et ces descentes, de même que la rapidité avec laquelle elles s'effectuent, eh bien, on la retrouve à travers les sédiments. Quand on sait lire les sédiments, où qu'on soit sur la planète, eh bien, on retrouve la même respiration, si j'ose dire. Quand l'océan est haut, il est haut partout. Quand il est bas partout. Actuellement, l'océan mondial est en train de monter. Et vous voyez que le climat joue un rôle extrêmement important. Mais ceci était valable également pour les temps géologiques. Par exemple, au Crétacé supérieur, il y a environ 90 millions d'années, il n'y avait pas un poil de glace dans les pôles. Et la mer passait par-dessus le Sahara et joignait donc la Méditerranée au golfe de Guinée. Autrement dit, voilà ces espèces de sauts de puce, en quelque sorte, de la connaissance qui nous ont fait faire des bonds gigantesques. Quand on se promène dans les diverses chaînes de montagnes de la planète, eh bien, cette respiration, on la retrouve partout. Que vous soyez en Himalaya, dans la cordillère des Andes, dans les Atlas marocains ou dans les Pyrénées ou les Alpes, la respiration, on la retrouve partout. Pourquoi? Eh bien, parce que toutes ces chaînes de montagnes ont une origine commune, c'est-à-dire des bassins sédimentaires. Les chaînes de montagnes naissent dans des creux topographiques. Ces creux topographiques sont liés à l'écartement des plaques. Quand les plaques s'écartent, l'écorce terrestre diminue d'épaisseur. Quand au contraire, elle se rapproche, à ce moment-là, les bordures se chevauchent et on a une bosse, la chaîne de montagne, avec une racine en bas. La croûte terrestre est plus légère que le manteau. Par conséquent, si vous rapprochez les plaques et si vous créez un relief, forcément, vous allez créer ce qu'on appelle une racine. Voyez-vous? Autrement dit, toutes les chaînes de montagne ont une origine commune. Alors, combien? 5 minutes? Elles étaient passionnantes. Donc, une parenthèse, je voudrais quand même souligner l'originalité des Pyrénées. C'est pas parce que je suis béarnais, mais c'est une chaîne qui est quand même très originale. On dit, et on a tort, que la chaîne des Pyrénées est une chaîne de collision, c'est-à-dire d'affrontement de deux plaques, la plaque européenne au nord et la plaque ibérique au sud. En fait, ça n'est pas le cas, parce que ces deux plaques n'ont jamais été séparées l'une de l'autre. Autrement dit, la véritable définition géologique de la chaîne des Pyrénées, c'est, si vous voulez, l'inversion tectonique d'une déchirure qui a avorté. Il y a eu une tentative de déchirure, l'ouverture du golfe de Gascogne, dont le prolongement se retrouve dans les Pyrénées, et puis, parce que la plaque africaine qui menait le jeu de cette équation s'est déplacée
alors qu'elle allait vers l'est, jusque quelque part dans le Crétacé supérieur, il y a 80 millions d'années, eh bien, elle a décidé de filer vers le nord. Si j'avais le temps, je vous expliquerais pourquoi tous les continents de l'hémisphère sud actuellement se déplacent vers le nord, mais ça, c'est une autre histoire. Autrement dit, l'originalité des Pyrénées, c'est que c'est une chaîne de montagnes issue d'un rift, d'une déchirure avortée. Une autre originalité, et j'en terminerai par là, c'est que on a la chance d'avoir 3 chaînes superposées dans la chaîne des Pyrénées. Il y a une chaîne dite hercynienne ancienne qui a 500 millions d'années, une chaîne hercynienne qui en a 300 et une chaîne pyrénéenne qui n'a rien à voir avec la chaîne alpine. C'est pour ça, quand vous voyez dans les livres scolaires que les Pyrénées, c'est un exemple de chaîne alpine, ceci est une erreur. Les Pyrénées sont originales parce que ce n'est pas une chaîne de collision. Je n'ai terminé. Merci beaucoup, Monsieur Canero. Donc, on va franchir... on était aux 2 premiers chapitres jusqu'à présent. Maintenant, on en laisse 10 de côté. 10. Donc, vous ne saurez rien sur... ici. Mais si vous consultez le livre, vous pourrez parfaire votre culture. Mais on ne parlera pas ici, pour le moment, de la période romaine, sur l'art roman, l'art gothique, l'art baroque, sur la société pyrénéenne, sur l'invention des Pyrénées, sur le tourisme. Donc tout ceci sont des chapitres pour lesquels il n'y a pas de représentant ce soir, c'est le hasard. On ne regrette rien quand même, puisque on va arriver à Patrick Sauzet, qui est professeur de linguistique à l'université Jean Jaurès, et qui a donc écrit le chapitre sur les langues et les parlers. Donc là aussi un beau chapitre qui avait été écrit l'équivalent un peu par Alière, Jacques Alière. Oui, effectivement, là aussi, j'ai trouvé à prendre la suite qui a été un de mes maîtres en linguistique et des gens qui m'ont précédé à Toulouse, à l'université de Toulouse, dans l'étude des langues et des parlers. Et donc effectivement la linguistique dans ce livre sur les Pyrénées, bon, c'était pour moi un peu un défi parce que on a parlé à l'instant de la différence entre les Alpes et les Pyrénées du point de vue géologique. Et on peut faire aussi cette opposition du point de vue linguistique. C'est-à-dire que les Pyrénées, comme telles, ne sont pas un objet pour un linguiste. C'est un objet qui est typiquement partagé entre plusieurs langues. Quand il n'est pas, bon, évidemment, là, il faut partir de là, je pense, l'approche la plus pascalienne, disons, que les Pyrénées, erreur et vérité d'un côté ou de l'autre, et au point de vue des États, il y a une limite linguistique qui est tout à fait tracée comme une frontière politique, c'est-à-dire comme une ligne entre l'espagnol et le français. Mais évidemment, la réalité qui nous intéresse comme linguistes ne se réduit pas à ça. Et donc, revenons sur cette opposition avec les Alpes. Ça peut avoir un sens de parler des Alpes au point de vue linguistique directement, que ce soit parce qu'il y a une langue romane qu'on appelle le rogo-provençal, qui est typiquement centrée dans les Alpes, qu'on appelle quelquefois l'arpitan, même si le mot provoque beaucoup de discussions, mais qui est centré sur Lyon, Genève, si vous voulez, donc qui couvre une bonne partie de la Suisse de la Suisse romande et donc de la région ancienne région Rhône-Alpes, et aussi pour une langue romane bien connue ici à Toulouse qui est l'occitan. On sait que l'occitan dans les Alpes s'arrête au piémont des vallées, c'est-à-dire que l'occitan couvre les Alpes et puis on passe au piémontais, autre variante romane, qui est une variété gallo-italique, donc au débouché des vallées. Alors que ça n'est pas la même situation du tout dans les Pyrénées. Donc il faut effectivement langues et parlers, à la fois garder l'intérêt pour la complexité linguistique et qui évidemment là ne peut être qu'abordée dans un ouvrage de synthèse parce qu'elle est infinie et très très riche et
il y a effectivement des apports nombreux sur des formes des parlers locaux et des formes locales, mais aussi avoir la vision des langues. Et là, j'ai, par rapport au travail d'Alière, Alière avait l'immense avantage sur moi d'être euskarologue, d'être basquisant, ce que je ne suis pas. J'ai essayé de parler du basque de manière la plus sensée possible dans ce chapitre, mais je ne suis pas basquisant ni bascologue. Et donc, en gros, on pourrait dire, et par ailleurs, Alière a pris le parti d'illustrer fortement par des textes assez longs, ce qui peut être passionnant parce qu'on peut passer des heures, du coup, dans le livre de Privat, la version de l'époque, à déchiffrer des paraboles d'enfants prodigues avec toutes leurs variations, et donc le lecteur peut faire un travail de comparaison. Mais maintenant, on peut trouver ces paraboles aussi en version sonore sur Internet, donc ça n'est plus nécessaire de le donner à voir. Donc j'ai essayé plutôt là de prendre des faits, des phénomènes, de les traiter plus spécifiquement et d'être plus pédagogique, disons, sur les faits de variation, et de ne pas être global, de donner directement à la voir cette variation dans des textes. Globalement, je pense que on pourrait dire que l'approche implicite d'Alière est une approche d'ouest en est. C'est-à-dire qu'il va en gros du basque, qui est l'extrême ouest de la chaîne, vers le roman, et avec l'idée peut-être au fond que le basque, c'est-à-dire le basque rattaché à ce qu'on appelle un substrat en linguistique, c'est-à-dire les langues antérieures aux langues actuellement parlées qui peuvent expliquer certaines caractéristiques des langues actuelles. Et donc l'idée qu'il y a une transmission de langues disparues à langues encore pratiquées, et donc le basque est une forme émergente et donc avec une vision un peu géologique des choses, et recouverte par des différents sédiments, mais qui garde des traces de ce substrat-là. Donc le basque est finalement l'idée que le substrat explique. Et ça, beaucoup de linguistes étaient encore assez fortement présents. Par exemple, ça c'est plus ancien que Chabanot, qui a occupé la première chaire de linguistique romane à l'université de Montpellier, disait mais c'est bien simple, il y a donc un substrat aquitain que l'on connaît par Jules César, vous savez, qui décrit la Gaule en disant qu'il y a la Garonne qui sépare les Aquitains des Gallis, des Gaulois. Bon, et puis il y a aussi des Belges. Donc les Belges que cet auteur faisait descendre un peu plus bas que d'habitude jusqu'à la Loire expliquent le français. Les Gaulois sont les Occitans et les Aquitains sont les Basques et les Gascons. Les Basques qui sont restés purement aquitains, disons, et puis les Gascons qui sont des Romans avec un substrat aquitain marqué. Donc cette idée du substrat qui explique en fin de compte la variation linguistique au niveau global. Et actuellement, je pense que l'idée de la variation linguistique est plus, disons, typologique que tournée vers la question des origines, ce qui n'exclut pas cette question-là, mais qui en renouvelle l'approche. Par exemple, dans les phénomènes... Alors, reprenons les choses. Donc, le parcours donc d'ouest en est consiste à dire voilà, il y a le basque conservé à l'ouest qui explique ensuite par gradation une variation par présence plus ou moins grande d'un substrat préhistorique qui dans son opacité paradoxalement explique ce qui est compliqué dans la partie romane des Pyrénées. Là, mon choix a été de partir d'est en ouest, y compris dans le début, avec l'idée que le nom même des Pyrénées fait allusion j'extrapole à partir d'idées de Wartburg, l'idée que les Pyrénées reprennent la notion de feu parce que, d'un point de vue grec, c'est un amer, et éventuellement des tours de marquage de feu long de la côte gauloise jusqu'aux Pyrénées, qui en était le point d'aboutissement. Donc les Pyrénées, pur en grec, c'est le feu, qui avait fait des traces linguistiques en occitan par ailleurs, pouvait peut-être éventuellement à la source des Pyrénées comme étant... Nous avons un point de vue grec. Alors le mot Pyrénées est un mot d'origine grecque qui avait disparu dans les documents médiévaux, qui n'est réapparu qu'à la Renaissance, ou dans les textes, qui appartiennent à des textes latins, mais les textes romans ne le connaissent pas. On parle les montagnes, ce sont les montagnes, qui ne sont pas innommées comme beaucoup de choses évidentes pour les locuteurs. Il faut de la distance pour nommer spécifiquement, et donc c'est le cas des Pyrénées. Donc partir comme les Grecs, ou comme les Romains,
c'est intéressant de remarquer effectivement cette absence de Rome dans l'ancien volume sur les Pyrénées, parce qu'effectivement l'impasse sur la romanisation, alors que la romanisation, du point de vue linguistique, c'est le fait de base, le fait central. Les Pyrénées sont très largement romanes, et elles sont romanes, catalanes, puis occitanes avec leur déclinaison languedocienne et gasconne, et puis ensuite elles sont basques. Mais l'idée de partir dans un sens de cette scission, avec cette idée, avec ce phénomène intéressant, c'est qu'effectivement, au point de vue des frontières linguistiques, donc aussi bien le catalan que le basque du côté ouest enjambent les Pyrénées, alors que il y a un effet de frontière. Donc, les montagnes sont ou ne sont pas des frontières. Dans les Alpes, ça n'en sont pas, clairement, mais dans les Pyrénées, ça n'en sont pas toujours, dans les parties extrêmes de la chaîne. Par contre, au centre, il y a un effet toujours relatif, parce qu'il y a on trouve éventuellement des faits de continuité entre l'aragonais et le gascon, mais globalement, l'occitan s'arrête à la cime de la chaîne, et que ce soit donc et la cime de la chaîne, y compris avec sa partie aranaise, qui est du côté nord au point de vue géographique, même si elle est du côté sud, si on veut, du point de vue politique actuellement. Et donc l'aranais est clairement une forme de gascon et donc une forme d'occitan. Donc c'est tout à fait. Alors, ce phénomène de limite est intéressant, et donc essayer donc d'aborder ces points de un point que j'ai essayé d'apporter aussi, bon, donc la variation vue plus typologiquement que d'un point de vue la recherche thématique des origines. Autre élément important, c'est que le basque effectivement est un mystère parce que c'est une langue isolée. Mais par ailleurs, il n'est ni plus ni moins mystérieux qu'aucune langue. Il est complexe, parfois, du point de vue de ceux qui parlent une langue différente, il est ergatif, alors que les langues ne sont pas ergatives, des choses de ce type-là. Mais après tout, une langue ergative n'est pas plus compliquée à apprendre pour un être humain qu'une langue non ergative. C'est-à-dire qu'une langue qui marque différemment le sujet, une langue nominative, comme sont nos langues, qui ont comme le latin, un sujet marqué d'une certaine manière. Mais en revanche, ce qui a changé depuis peut-être le volume précédent, de ce point de vue-là, c'est que ce qui est devenu un mystère, c'est l'indo-européen. À l'époque de ce volume, on pensait en gros que l'indo-européen avait une vision assez claire, l'idée des invasions indo-européennes qui apportaient une langue nouvelle, un peu sur le modèle finalement de l'indo-européen, des invasions barbares, qui s'en servaient en fait des Völkerwanderung, des déplacements de peuples du 5e siècle, qui servaient un peu de modèle implicite à cette arrivée de langues en Europe sur des substrats préhistoriques dont le basque était forcément un vestige. Actuellement, on s'interroge beaucoup sur l'indo-européen. Il y a plusieurs hypothèses, difficile de trancher complètement, mais la problématique est renouvelée. L'indo-européen est un problème aussi mystérieux que le basque. Donc il y a deux mystères qui se côtoient et qui peuvent effectivement échanger. Il faut savoir effectivement, selon comment on fait varier l'indo-européen, si on en fait une langue d'origine néolithique, comme le font certains, la question du basque se pose différemment. Et même certains veulent faire de l'indo-européen une langue même paléolithique, mais ça c'est beaucoup plus discutable. Mais déjà, si on renvoie l'indo-européen au néolithique, la question du basque se pose autrement. Donc voilà, sur cette idée-là. Et le seul point que je veux ajouter pour terminer, à l'autre bout de l'affaire de la chaîne, c'est que j'ai essayé de parler un petit peu de problème de vitalité. Et effectivement, c'est un peu abordé mais implicitement dire effectivement déjà à l'époque du volume précédent, les parlers locaux traditionnels sont menacés, sont en danger. Mais là actuellement, c'est plus que du danger, c'est de la perdition, c'est-à-dire effectivement la transmission linguistique par ceux qui ont reçu ces formes de langue locales se fait pratiquement pas. Et la vitalité, on voit très bien quand on parle des situations, se fait par la vitalité globale de ces langues, et non pas au niveau du parler local, mais au niveau de la langue. On voit très bien qu'au Pays Basque, il y a une vitalité linguistique, y compris dans les transmissions des variétés locales, parce que le basque globalement a un statut qui est valorisé et valorisant, et qu'il y a un effet ensuite d'activation de la transmission locale. De même, plus aussi sur le catalan, le statut global du catalan fait qu'il y a moins de fragilité immense du catalan
dans les Pyrénées-Orientales que pour l'occitan, au sens que dans toutes ces variétés, et que l'occitan est effectivement, dans ses transmissions de variétés locales, affecté par la faiblesse de son statut global de langue. Et donc là, il y a cette interaction entre, parce que c'est en tant que langue, dans les écoles privées associatives ou publiques qui transmettent la langue, qu'il y a une transmission qui se fait et qui peut éventuellement activer la transition familiale. La transition familiale par elle-même, dans ses formes locales strictes, ne se fait pas. Et après ça, effectivement, de l'articulation compliquée qu'il peut y avoir entre une forme locale et une forme littéraire, et des formes, etc. Mais là, voilà, on pourra avoir un éclairage sur cette question par Jean-François Courreau qui parlera de littérature. Merci beaucoup pour cette synthèse, hélas rapide, mais éclairante. On va rester dans le domaine des langues et de la littérature. Je passe la parole à Jean-François Courreau, qui est professeur de littérature occitane de la période moderne et contemporaine à Jean Jaurès, et qui a fait donc un chapitre consacré aux littératures pyrénéennes. Merci. Alors moi, je vais faire comme mes collègues. Je vais vous remercier, Jean-François Soulet, de m'avoir invité à participer à ce volume. Également François Pic, qui avait fait le lien. Mais je vais quand même rappeler expliquer que je vous ai beaucoup détesté. Tout le temps que j'ai consacré à ce long chapitre qui m'a beaucoup occupé et qui a représenté une véritable... Je crois que c'est Patrick qui a employé le mot de... Oula, un ordinateur est tombé. Patrick a parlé de gageure, et c'était, en tout cas dans mon cas, vraiment une gageure. 3 domaines linguistiques, ce que Patrick a rappelé, 1000 ans de littérature, dans des formes extrêmement variées, et sachant que, pas plus que Patrick, je ne suis bascologue, je ne parle pas le basque. Et ça représente quand même, on va dire, 1/3 de la production culturelle de ces 1000 ans. Même si c'est pas sur la totalité de la période. Alors, à la question que vous posez, qu'est-ce qui a changé depuis 1971? Je fais la même réponse que vous, tout. On savait bien qu'il existait de la littérature dans les Pyrénées, des littératures dans les Pyrénées aux époques antérieures, mais on avait, je crois, pas autant creusé la question pour toutes ces littératures. Dans les 3 domaines linguistiques, culturels, il y a eu énormément de travaux qui ont été publiés depuis les années 80, 90. J'ai l'impression qu'il y en a encore plus depuis les années 2000. On en sait infiniment plus sur les auteurs et les textes. Et on continue à en découvrir, pas plus tard qu'en 2003, on a découvert chez un antiquaire à Madrid un manuscrit dont on ignorait absolument l'existence, écrit en basque. C'est des poèmes en basque, c'est aussi ce qu'on appelle un prosimètre, c'est-à-dire un texte mélangé entre prose et vers. Ça révolutionne complètement les connaissances pour l'histoire de la littérature basque. On ne savait pas qu'on pouvait écrire des textes comme ça au milieu du XVIe siècle dans la péninsule ibérique. Et on pourrait multiplier les exemples comme ça sur ces connaissances qui ont progressé pour les textes, pour les auteurs. Et ce sur quoi j'ai voulu, moi, mettre l'accent dans ce chapitre, c'est un progrès qui est quantitatif, qui se situe à un autre niveau. Vous avez, je crois, cité le nom de Mandrou, dont le prénom m'échappe. Il y a eu une école historique, effectivement, qui faisait bien le départ entre une culture des élites, une culture savante, qui produit, pour ce qui est de la littérature, des textes élaborés, de facture complexe, et une culture populaire, j'y mets des guillemets, on n'y a pas toujours mis des guillemets, qui serait, elle, le produit de classes sociales moins favorisées socioculturellement, et les deux étant relativement étanches l'un par rapport à l'autre. Et là, ce sont les travaux des anthropologues, des historiens et des anthropologues qui ont complètement renouvelé cette question. Parmi les historiens, il s'est pas spécialement intéressé aux Pyrénées, mais il faut le mentionner, c'est Emmanuel Leroy-Ladurie. Et pour ce qui est des Pyrénées et du Béarn notamment, mais aussi du Pays Basque voisin et de la Bigorre, d'où je suis originaire, je le glisse, c'est Christian Desplat qui a beaucoup travaillé sur l'Ancien Régime.
Et là, avec ces progrès, on voit que les choses sont infiniment plus compliquées. Il n'y a pas d'un côté une littérature savante, de l'autre côté des formes culturelles populaires. Il y a des échanges absolument permanents entre toutes les catégories de la population, et justement la langue locale, que ce soit l'occitan, le basque ou le catalan, servent justement à établir ces liens. On produit de la culture pendant tous ces siècles dans ces régions pyrénéennes à partir de modèles qui circulent dans les Pyrénées, qui circulent de haut en bas de la société, mais aussi à un niveau géographique. Les Pyrénées, pour le coup, ne sont pas une frontière du point de vue culturel, parce que ces modèles circulent partout en Europe, et ils circulent entre les domaines linguistiques. Et si on en reste à la partie occidentale de la chaîne, entre le domaine basque et le domaine gascon, il y a des individus toujours qui sont capables de parler les deux langues, des individus bilingues qui font office de passeurs. Pardon. Et les textes circulent, et les modèles littéraires circulent comme ça. Ce bilinguisme, du reste, ne me semble pas, et là, j'ai lu ton chapitre, Patrick, je suis pas tout à fait d'accord. Il y a toujours eu des bilingues dans ces régions-là. Tu dis qu'ils sont plutôt côté basque, bascophone au départ, mais il y a eu aussi côté béarnais, et à Bayonne aussi, des occitanophones qui connaissaient le basque. Et on a quelques textes comme ça qui sont plutôt du 18e ou première moitié du 19e, où on voit que le modèle de versification ou parfois le texte de base qui se retrouve traduit en béarnais est un texte qui est basque à l'origine. Donc voilà, j'ai voulu insister moi sur ces communications d'un point de vue social, d'un point de vue géographique, et j'ai fini mon chapitre sur un peu les mêmes interrogations que toi. Il existe en 2021 des auteurs qui écrivent en basque, en catalan, en occitan. Pour qu'il y ait des auteurs, il faut qu'il y ait des lecteurs. Alors côté basque et côté catalan, il peut s'en trouver. Côté occitan, écrire de la poésie. Alors déjà, la poésie, on la lit pas trop en 2021. Et en occitan, alors c'est un autre défi là, pour les auteurs. Ça pose des questions. Mais il y a quelque chose qui assure la vitalité de la création culturelle littéraire au sens large. En 2021, c'est la chanson. Le chant pyrénéen est une tradition ancienne qui n'est pas propre aux Pyrénées, évidemment, qui prend des modalités particulières. Là, je pense au chant polyphonique qu'on trouve au Pays Basque, au Béarn, en Bigorre et sur toute une partie de la chaîne. Et il y a là un élément culturel qui assure une partie du dynamisme de la création contemporaine, et peut-être un élément qui peut favoriser une certaine survie pour cette culture. Voilà. Merci, Monsieur Corot. Donc c'était Xavier Ravier qui avait travaillé notamment sur ces chants, d'ailleurs, qu'il avait recueillis, etc. Donc la parole va être à François Pic. François Pic, donc, il est docteur de l'université de Vienne, en Autriche, et il est chargé de cours à la section d'occitan de Jean Jaurès. Et il a eu l'initiative, c'est mon ami Jean-François Lenaille, qui était archiviste à Foix, puis ensuite à Tarbes, qui m'a donné le nom de Monsieur Pic, parce que je ne le connaissais pas. Il m'a dit, je vais t'indiquer quelqu'un qui va t'écrire un chapitre très original sur le patrimoine. Et donc, j'ai contacté Monsieur Pic, qui a accepté. Et effectivement, c'est un chapitre qu'on ne pouvait pas écrire dans les années Taillefer, si je peux dire, et qui est tout à fait nouveau. Il va nous dire pourquoi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être le plus bref possible sur un chapitre qui demanderait à la fois bien plus de temps et bien plus de pages
qu'il ne m'en était offerte dans l'ouvrage collectif pour être exposé, tant c'est un sujet extrêmement touffu, extrêmement dense et extrêmement neuf à la fois. En effet, en 74, dans l'ouvrage de Taillefer, il ne pouvait pas être traité de ce sujet-là. Certes, la matière traitée existait en elle-même, mais le concept même de patrimoine n'existait pas sous la forme que l'on connaît et que l'on vit actuellement. C'était à l'époque, le patrimoine était uniquement l'affaire des notaires et des banquiers. C'était une sphère essentiellement de transmission de biens familiales, avec déjà cette notion de bien, cette notion de choses à transmettre. Mais vous vous en souvenez tous, à partir de la fin des années 70, et plus précisément au cours de l'année 1980, qui en France avait été instituée par le ministère de la Culture, année du patrimoine, avec un grand P majuscule pour la première fois. Donc à partir de cette année-là, tout le monde, public compris, spécialiste de toute matière et public, se sont intéressés, se sont attachés, sont devenus curieux de cet objet à transmettre. C'est-à-dire tout le monde savait, tout le monde vivait au milieu d'espaces extrêmement riches, riches d'histoire, riches de nature, riches de pierres, de géologie, riches de langues, riches de littérature, mais nous n'en avions pas, semble-t-il, à l'exception de quelques spécialistes, et j'y reviendrai, le public n'avait pas cette approche et cette connaissance et peut-être même ce respect, mais surtout cette connaissance du patrimoine en tant que tel. Une quantité de spécialistes depuis des siècles, d'érudits, d'historiens, de collectionneurs, de bibliophiles, de conservateurs de musées, d'archivistes, quantité de spécialistes s'intéressaient à ces matières-là, mais personne ne la partageait véritablement. Personne n'avait conscience de la nécessité de la transmettre. Il existait certes, depuis donc la fin du XVIIIe siècle, quantité de lieux publics ou privés, et j'insiste sur le privé, qui a joué un rôle considérable pendant des siècles et continue de le jouer, bien sûr, sur la transmission du patrimoine, mais il n'y avait pas l'intérêt que l'on y porte et les moyens que l'on y met désormais, moyens y compris de recherche et de connaissance. C'est-à-dire, à partir de ces années 80, et ce n'est pas un hasard, l'université et le monde de la recherche a vu se développer ou a vu s'appliquer à ces champs de recherche des techniques qui autrefois étaient beaucoup plus réservées à des champs de sciences dures, comme l'on disait. Et les sciences humaines ont pu bénéficier de toutes ces technologies qui servent maintenant l'histoire, mais aussi la littérature. On ne lit plus les manuscrits ou comme on les lisait il y a une quarantaine d'années. On n'aborde plus du tout tous les supports, quelle que soit leur matière, pierre, bois, métal, papier, etc. On les aborde depuis un demi-siècle à peine, d'une manière beaucoup plus scientifique, beaucoup plus approfondie. Donc on maîtrise beaucoup plus le contenu de tous ces supports qu'on ne pouvait le faire auparavant. Et c'est donc sur les Pyrénées, qui, comme je le suggérais à l'instant, avaient déjà quantité de spécialistes, d'observateurs depuis 3 à 4 siècles. Les Pyrénées étaient un lieu extrêmement visité. Des dessinateurs, des peintres, des photographes, tout le monde venait pour découvrir les Pyrénées et en emporter des traces. En emporter donc des traces de ce patrimoine naturel, esthétique, etc. Mais il n'y avait pas encore cette préoccupation qui maintenant fait que les éditeurs comme Kern, publient, s'attachent. Il existe des éditeurs qui s'attachent intégralement qui consacrent la totalité de leur catalogue à un espace aussi particulier que les Pyrénées. Il n'y en est pas, si on regarde bien, il n'en est pas d'aussi spécifique sur les Alpes. Étudiant les Alpes du nord au sud des Alpes ou du nord à la Méditerranée, les Pyrénées bénéficient effectivement, et ça n'est pas nouveau, je le répète, bénéficient d'un regard qui s'est extraordinairement développé
Et c'est la raison pour laquelle un chapitre sur le patrimoine semblait, évident aux éditeurs et aux organisateurs de ce volume, c'est que le regard s'est approfondi, le regard a changé, et donc la matière pyrénéenne a, un avenir, à la fois son passé n'a plus à craindre toutes les péripéties que l'on peut évoquer, par exemple, au sujet des monuments ou de la langue. Ce patrimoine est désormais largement sauvegardé, connu grâce à tous les spécialistes et diffusé, partagé avec le public. Voilà, c'était un peu la nouveauté que l'on souhaitait donner à travers ce chapitre. Merci beaucoup. En conclusion, et avant de vous donner la parole, je voudrais dire simplement, d'abord, rendre hommage à l'éditeur Kern. C'est un ouvrage magnifique. Je ne parle pas du contenu, je parle de la forme. Très bel ouvrage. Et il a fait un gros effort. La graphiste, notamment de Kern, il y a son nom à la fin. Elle le mérite, Bérangère Duprat. Donc un très bel effort. Simplement, je veux terminer parce que j'ai pas eu l'occasion de le dire, donc c'est à titre de frustration pour le chapitre sur la société. Qu'est-ce qui a pu changer en 50 ans? Je termine là-dessus parce que c'est quand même souvent on accepte que par exemple pour la datation des forêts, tout ça, il y a eu des progrès. Mais après, la question c'est quand même pour la description de la société pyrénéenne, j'ai fait allusion tout à l'heure pour certains aspects, la femme ou tout ça. Mais il y a un aspect qui est encore plus net. Il y a 50 ans, quand Bartholomé Benassar écrit le chapitre sur les mentalités, le chapitre que j'ai repris cette fois-ci, le mot dissidence n'apparaît pratiquement pas. Bon. Depuis, on est trois chercheurs sans se connaître, c'est-à-dire il y a eu Michel Brunet qui a étudié dans les Pyrénées-Orientales, surtout la chaîne, donc la partie est, Christian Thibon, le Pays de Sceaux, et moi-même pour l'ensemble de la chaîne, nous nous sommes lancés dans une étude, on ne savait pas où on allait aboutir, et on a abouti à peu près à la même approche, au même phénomène qui était peu connu, c'est l'affirmation, la naissance d'un désaccord au sein de la société populaire pyrénéenne qui l'a conduit à inventer des formes de protestation qu'on peut appeler dissidence. C'est très important parce qu'on assiste au XIXe siècle à la naissance d'une société civile. Jusqu'à présent, vous savez, à l'école, on nous apprend qu'il y a une élite qui, peu à peu, après le pouvoir absolu de l'Ancien Régime, peu à peu, au cours du XIXe, acquiert donc les droits à participer à la démocratie, etc. À la République. On nous parle de cette élite. Mais on oublie la société civile dont on parle beaucoup aujourd'hui. Eh bien, là, dans les Pyrénées, et sans doute ailleurs, mais dans les Pyrénées, on peut bien le mesurer, on assiste à la naissance d'une société civile. Et je n'en avais aucune idée en écrivant en 71, alors que là, bien sûr, j'ai pu me référer à tout cela. Vous avez la parole, si vous avez des questions à poser aux personnalités présentes. Et voilà. Oui. Oui. Il y en a un qui va marcher, vous pensez? Oui, bon, d'accord. Je voulais juste savoir s'il y avait un chapitre concernant les représentations des Pyrénées ou quelle image on a des Pyrénées, que ce soit dans les Pyrénées même, ou vu de Paris ou d'un office du tourisme quelconque ailleurs ou en Europe. Ah mince, on a oublié complètement d'en parler. Non, je plaisante. Ou dans le cinéma, par exemple. Alors le cinéma, là vous avez raison, je plaisante plus parce que il aurait pu y avoir effectivement. Moi j'ai mis pour La Guerre des Demoiselles l'affiche du film de Niché qui parle très bien de cette Guerre des Demoiselles. Mais
pour répondre sérieusement donc à votre question, oui, on a fait appel donc à Serge Briffaut, qui a enseigné un moment à Jean Jaurès et qui a été ensuite à Bordeaux. Il a été directeur, maintenant il est enseignant à l'Institut du paysage à Bordeaux. Donc il est spécialiste du paysage. C'est à lui qu'on a demandé donc de revenir sur la découverte des Pyrénées. Et vous verrez, il y a tout un chapitre, pas facile à lire, parce qu'il conceptualise beaucoup, Briffaut, mais qui est lumineux quand même, quand on prend la peine de le lire ou de le relire. Il montre très bien que l'attrait pour les Pyrénées, c'est pas, si vous voulez, d'après lui, l'attrait pour une réalité, c'est pas la découverte, comme on disait, d'un seul coup, l'attrait pour la montagne et tout ce que ça représentait à partir du XVIIIe siècle, c'est la construction mentale d'un paysage. Ça veut dire donc que dans la construction de ce paysage, selon Briffaut, il y a bien sûr la réalité, la construction n'est pas de rien, mais il y a surtout toutes les structures mentales de l'époque qui interviennent, et il en fait une description très neuve. Deuxièmement, il montre que contrairement à ce qu'on croyait, à ce que j'ai écrit moi-même dans d'autres livres, que jusqu'au XVIIIe, on disait en gros, les Pyrénées font horreur, font peur, etc. Et à partir de la fin du XVIIIe et surtout au XIXe, on les découvre comme des laboratoires, comme ensuite. Il dit, c'est pas faux, mais on peut pas en rester à cette chronologie-là. Déjà au XVIe siècle, quand on regarde dans le détail certains textes et ça montre que la montagne pyrénéenne est déjà bien considérée, si je peux dire, par certains. D'autre part, la crainte, l'horreur et tout ça perdure beaucoup plus longtemps, fin 19e et même encore au début du 20e. Voilà. Mais il y a un beau chapitre de faits. Oui. Bonjour. À la différence de précédents intervenants, j'ai eu la chance d'avoir le livre entre les mains depuis 4 semaines et je dois dire qu'il m'a pris beaucoup de temps depuis lors. J'ai trouvé un grand intérêt. Et comme géographe, j'ai commencé par faire ce que font tous les géographes, j'ai regardé les cartes. Et sur ces cartes, la plupart du temps, j'ai vu des lignes de petits points noirs qui traversaient les Pyrénées d'est en ouest. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un déséquilibre très fort entre ce que vous aviez tous, les uns et les autres, tenté de faire, d'apporter des informations sur les périodes et sur les questions dont vous êtes les spécialistes. Et il y avait un fort déséquilibre entre ce que, du côté français, on pouvait raconter et ce qu'il aurait peut-être fallu faire aussi du côté espagnol. Alors évidemment, ce n'est pas un reproche que je ne fais ni aux auteurs ni à l'éditeur, mais ça nous fait regretter tout de même que, en parallèle, dans le sud des Pyrénées, on n'ait pas quelque chose qui ressemble un peu à ce que vous avez fait et qui aurait complété la vision que l'on peut avoir de la chaîne. Et là, je crois que c'est un regret que François Taillefer avait déjà exprimé lorsqu'il est venu présenter son ouvrage il y a 50 ans. C'est un peu étonnant, 50 ans après, de toujours, malgré les progrès de la construction européenne, de toujours renouveler ses regrets. Ta remarque, c'est donc Gabriel Weisberg qui vient de s'exprimer, géographe connu. Ta remarque, Gabriel, est tout à fait fondée. Et je vais pas, c'est anormal et regrettable qu'un ouvrage sur les Pyrénées ne s'intéresse pas à l'ensemble pyrénéen. C'est évident. C'est la faiblesse majeure d'un tel ouvrage. Donc, mais c'est pas parce qu'on l'assume, que c'est clair, qu'on se donne de bonnes raisons. Alors, en donnant un peu quelques lignes à tous les collaborateurs au départ pour leur dire, pour les cadrer un petit peu.
je dis, cet ouvrage ne portera pas sur le versant espagnol. Nous le regrettons, mais nous n'avons pas suffisamment d'informations, d'études semblables pour tous les sujets. Et bon, donc, mais il est évident qu'on ne peut pas parler du versant français sans faire de référence presque constante au versant espagnol. Donc c'était assez contradictoire. Et d'ailleurs, les collaborateurs ne m'ont pas écouté, et moi je me suis pas écouté non plus pour mon chapitre, c'est-à-dire que nous avons puisé évidemment sur le versant espagnol. Quand nous connaissions les travaux sur un domaine tout à fait bien sûr mineur, la sorcellerie. Bon, grâce à des travaux faits par Angel, le nom m'échappe, comment dirais-je, un spécialiste, donc un anthropologue spécialiste de Saragosse, qui a fait une thèse sur la sorcellerie en Aragon, eh bien, j'ai pu puiser beaucoup de choses. Les sorcières, évidemment, elles connaissaient pas la frontière pyrénéenne. Elles prenaient avec un balai et elles allaient faire sabbat sur le plateau de Lannemezan, des sorcières espagnoles, etc. Donc, il y avait déjà une communauté, et pour tout pareil. Alors, maintenant, cela dit, les regrets exprimés, qui sont pas des larmes de crocodile, qui sont sincères, comment 50 ans après, tu as raison Gabriel, de dire qu'il y a eu pratiquement aucun progrès. Je dirais même que ça s'est encore plus figé. Parce que il y a 50 ans, il y avait des embryons de, comment dirais-je, d'abord de centres pyrénéens. Moi, j'avais travaillé, par exemple, avec l'Andorre, le centre du travail à l'Andorre, là, et il y avait sur la famille dans les Pyrénées des travaux qui étaient financés par l'Europe à cette époque. Donc, il semblait, peut-être à l'Andorre, qu'il y aurait un centre pyrénéen qui se créerait, un centre scientifique. Bon, il y a eu à Raqqa, par exemple, quelque chose qui s'est créé aussi d'intéressant. Mais sur le versant français, par exemple, l'étude des Pyrénées est totalement dispersée dans les différentes universités. Les Béarnais ne s'intéressent que aux Pyrénées béarnaises, etc., etc. Il y a eu aussi en 71, il y avait eu la création d'un institut d'études anthropologiques par Jacques Ruffier. Vous savez, c'était au départ, on voulait, c'était pour les Basques, savoir si voilà, quel était le groupe sanguin, tout ça. Mais ça s'était élargi, c'était intéressant. Il y avait des historiens, il y avait des linguistes, tout ça. Des anthropologues, absolument. Bon, tout ça a disparu. Aujourd'hui, il y a peu de chercheurs qui travaillent sur les Pyrénées en tant que Pyrénées, du côté français. Et du côté espagnol, eh bien, on s'ignore toujours. Les traductions... Quand j'en parle avec Monsieur Kerebel, le directeur de Cairn, je dis mais tu pourrais pas les traductions coûtent très cher parce que c'est cher une traduction. Donc il y a très peu d'ouvrages traduits. Alors il y a quelques tentatives. Il y a par exemple un festival du livre à Haro et à Huesca de commun. Mais enfin ça va pas loin et c'est une grosse lacune. C'est évident. Oui. Oui. Oui, ça oui. Je vais même essayer de ne pas vous en donner trop parce que bon, comme oui. Alors, j'ai parlé de désaccord. Et le mot dissidence, vous savez, si on revient à l'étymologie au latin, c'est je suis en désaccord avec vous, donc je m'assois à côté. Ça ne veut pas dire que je vous étrangle ou que vous m'étranglez. Donc c'est pas nécessairement violent, c'est l'expression d'un désaccord. Mais voilà, qui peut prendre quand même différentes formes. Alors, bon, la forme la plus connue, mais c'est pas la seule, c'est par exemple la guerre des demoiselles. Donc le code forestier est imposé dans le premier quart du XIXe siècle. C'est une catastrophe pour tous les Pyrénéens, notamment pour les Ariégeois, que ce soit les gens du Couserans ou les pays de Foix, parce qu'il y avait une complémentarité. Donc ils sont réduits à la misère si on applique, parce qu'il faut rappeler que dans les forêts, on envoyait les troupeaux, tous les troupeaux, moutons, cochons, etc. Donc pour les Pyrénéens qui avaient des toutes petites propriétés de 3-4 hectares parfois, ils vivaient avec les communaux et avec ces pâturages-là. Leur interdire, et d'une manière draconienne, c'était la misère. Donc,
que faire? Nous sommes en 1830. Aujourd'hui, on agiterait les syndicats, les journaux, les hommes politiques. Bon, tout ça est interdit, les syndicats en tout cas. Bon, les hommes politiques s'intéressent pas du tout à ça. Donc, les Pyrénéens inventent, retrouvent une forme mi-ludique, mi-violente, qui est d'aller en forêt, par groupe quand même, bien structuré, avec des capitaines, et habillés, vous le savez, avec ce sont des hommes la plupart du temps, habillés avec des robes de femmes, c'est pour ça qu'on les appelle des demoiselles, grimées, avec des cornes, et ils vont surtout effrayer les gardes forestiers, les maîtres de forge, et tous ceux qui vivent là. Et ça réussit, puisque le mouvement commence en 1830 et ne s'éteindra totalement qu'en 1870. On envoie des régiments entiers. Je faisais allusion au film de Nietzsche, justement, La guerre des demoiselles, qui raconte très bien la chose. Donc, bon, ça c'est une forme parmi d'autres. Mais il y en a d'autres. Par exemple, les vêtements qu'on appelle aujourd'hui folkloriques, que nous admirons lors des fêtes, mettons en vallée de Bethmal, vous savez, avec les galoches là qui remontent, toutes ces couleurs. Bien, une Américaine a fait une thèse, il y a 30 ans environ, où elle émet l'hypothèse, et très bien argumentée, que ces costumes dits folkloriques aujourd'hui, ces costumes du dimanche, ont été surtout créés au XIXe siècle. Avant, il y avait des rubans, des choses comme ça, peut-être la forme des rabots qui distinguaient, mais pas plus. Là, on crée pour affirmer son identité. Donc voilà. Il faut regarder de très près le parler aussi. Parce que on a quelques statistiques, on voit progression du français, notamment chez les hommes, et puis après, ça retombe au XIXe siècle à un moment donné. Donc, il peut y avoir là aussi une résistance. Après, il y a des résistances encore plus violentes, comme au service militaire. Les 4 départements de France, où l'insoumission est la plus forte durant tout le XIXe, ce sont des départements pyrénéens, au moins 2. Bon. Voilà. J'arrête parce que c'est mon dada. Alors, bon, voilà. Autre question. À propos de vêtements, puisque nous évoquions à l'instant une toute petite parenthèse, parce que c'est une chose qui m'est arrivée il y a quelques jours à peine, c'est de découvrir à quel point ces vêtements, ce patrimoine vestimentaire traditionnel, folklorique pyrénéen, peut être vivant. Je vous suggère d'aller visiter, jusqu'au mois de janvier prochain, une extraordinaire exposition au musée basque de Bayonne, qui est un de ces lieux merveilleux, comme pouvait l'être à une certaine époque, où le redevient le musée pyrénéen de Lourdes, ou le musée du Castillet à Perpignan. C'est-à-dire des lieux qui vous montrent que ce patrimoine est toujours extraordinairement vivant. Et le costume basque, tant du nord comme du sud, est d'une vivacité extraordinaire. Le nombre de spécialistes de mode, de créateurs de mode contemporaine, s'inspirant des motifs, utilisant les matériaux et travaillant, créant et fabriquant industriellement leurs tissus sur place, ce qui est quand même tout à fait étonnant, est extrêmement abondant. Et l'exposition du musée basque le rend merveilleusement. Merci. D'ailleurs, dans son chapitre, M. Pic fait l'inventaire de tous les musées des Pyrénées, des bibliothèques, des lieux qui conservent, etc. C'est en ce sens que son chapitre est bien original. Y a-t-il d'autres questions, d'autres observations, d'autres reproches, d'autres... Les reproches, on n'a plus le temps maintenant. Mais après... Oui. Bon, donc on... Oui, monsieur. Une petite question au géologue. De la respiration des montagnes qui s'étend sur des millénaires. Son opinion sur le réchauffement climatique actuel. Vaste question qui ne sera pas résolue ce soir. Tranquillisez-vous, rassurez-vous. Alors, je vous donne un point de vue de géologue. Je ne suis pas spécialiste du réchauffement climatique. Mais la respiration de la planète nous démontre que l'évolution du climat est cyclique. Bien avant la présence de l'homme sur Terre, il y avait des périodes chaudes où l'océan mondial montait
et des périodes plus froides où une grande partie de l'eau se cristallisait au niveau des pôles. Et actuellement, nous sommes au milieu du gué. Nous sommes au milieu du gué à diverses échelles. À l'échelle de la tectonique des plaques, nous sommes à une période où, après s'être dispersées, éloignées les unes des autres, les plaques se stabilisent avant de se rapprocher de nouveau. Et la prochaine Pangée aura lieu, on le sait, autour du pôle Nord. Et elle s'appelle même Amasia, cette nouvelle Pangée. Donc, le climat s'est réchauffé ou refroidi périodiquement à l'échelle des temps géologiques, c'est-à-dire à l'échelle des millions d'années. Et n'oublions pas que l'homme vit sur Terre en tant que Homo sapiens depuis 2700 ou 2800 ans. C'est rien du tout à l'échelle des temps géologiques. Par conséquent, qu'on le veuille ou non, nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons rien pour lutter contre cette respiration à grande échelle. Maintenant, à l'échelle humaine, tout à l'heure, mon collègue a parlé d'anthropocène. Ça, c'est une notion qui, à nous géologues, nous gêne beaucoup. Nous gêne beaucoup parce que c'est une ère, et comme toutes les aires géologiques, il faut qu'elle ait un début. Et on ne sait pas quand est-ce que cet anthropocène a débuté. Mais à l'échelle donc humaine, il est évident que les activités humaines constituent un facteur qui s'ajoute aux facteurs géologiques et qui ont tendance à accélérer les processus. Et au train où vont les choses actuellement, il y a tout lieu d'être inquiet. N'oubliez pas que lorsque les glaces de l'Antarctique auront totalement fondu, l'océan mondial sera monté de 70 mètres. Voilà. Malgré les paroles savantes de M. Canero, moi je veux terminer sur une note optimiste en vous donnant rendez-vous pour une nouvelle édition dans 50 ans de l'ouvrage sur les Pyrénées. Au revoir. Il s'agissait de Jean-François Soulet, auteur de l'ouvrage Les Pyrénées, état des lieux, aux éditions Kern, lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche, samedi 6 novembre 2021. Jean-François Soulet est aussi l'auteur de 4 romans, dont Errance, paru également aux éditions Kern. Réalisation et mise en onde, Radio.